Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 h de ce 14 novembre. À la une de l'actualité, importante mobilisation pour venir à bout des incendies survenus notamment à Tipaza. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, se sont rendus sur place dans la nuit. Nous ferons le point sur les opérations dans quelques instants. Réception hier d'un Airbus A330 Neo par Air Algérie. Il s'agit du premier avion dans le cadre du programme de renouvellement et d'élargissement de sa flotte. Les détails tout à l'heure. Alger se prépare à accueillir la 4e édition du African Startup Conference, une plateforme stratégique pour bâtir un écosystème propice à l'innovation. Zoom sur certains des participants à cet événement continental. Le Maroc fait face à une crise sans précédent, corruption persistante, dette écrasante et services publics à bout de souffle. Le fossé se creuse entre la population et les institutions dans un climat de colère grandissante. Les nouvelles technologies au service de l'environnement au REVAD, le Salon international du recyclage revient avec des solutions innovantes pour faciliter le recyclage notamment. Exemple à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, on fait le point sur les feux de forêt qui se sont déclenchés dans la nuit à Tipaza. Les interventions se poursuivent pour éteindre plusieurs incendies, notamment dans les communes de Hadjrat An-Nous, Mselmoun, Bni Melik et Al-Ahrat. Les régions habitées à proximité des feux ont été évacuées par précaution avec l'aide des éléments de l'ANP et la gendarmerie nationale. Ces feux tenaces sont favorisés par les forts vents dans la région et ont nécessité la mobilisation de pas moins de 266 agents, tout rang confondus, et des véhicules d'intervention des wilayas de Tipaza, Médéa, Blida, Boumerdechlef, Aïndef, la Relizen et l'unité nationale d'entraînement et d'intervention de Dalbeïda, soutenue également par des avions d'extinction BE-200 de l'armée nationale populaire. Je vous invite à écouter le commandant Nessim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction générale de la protection civile. Aucune perte en vie humaine ni blessure grave n'ont été enregistrées. Dès que les incendies se sont déclarés, un travail préventif a été effectué. Plusieurs habitants de ces localités ont été évacués en coordination entre les services de la protection civile et les autorités sécuritaires et locales. Nos efforts se poursuivent pour maîtriser les incendies après avoir sécurisé les zones urbaines et les infrastructures vitales. Tous les moyens sont donc mobilisés, notamment les avions de lutte contre incendie B-200 de l'armée nationale populaire qui nous ont permis d'atteindre les foyers des incendies les plus éloignés. Et pour suivre de près les opérations d'extinction, le Premier ministre s'est rendu dans la nuit à Tipaza. Seferlib s'est d'abord arrêté dans la commune de Hadjrat An-Nous, accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, du directeur général de la Protection civile, le wali de Tipaza et les autorités locales, civiles et militaires. La délégation s'est ensuite dirigée vers la commune de Mselmoun sur les sites et zones touchées par les incendies. Le Premier ministre a également rendu visite aux familles évacuées par précaution et a inspecté les conditions de leur prise en charge au niveau des infrastructures locales, donnant des instructions aux autorités locales pour réunir toutes les conditions nécessaires à cet effet. Dans l'actualité également et en application des instructions du président de la République visant à développer les services de transport aérien et renforcer les dessertes vers les destinations internationales, la compagnie nationale Air Algérie a réceptionné hier un Airbus A330 Neo de 308 sièges portant le nom de novembre 1954. Il s'agit du premier avion dans le cadre du programme de renouvellement et d'élargissement de sa flotte. Emela Sefta. Baptisé Novembre 54, cet Airbus A330-900 Neo vient renforcer la flotte de la compagnie nationale Air Algérie. Une acquisition qui traduit l'engagement de l'État à développer le transport aérien national.
C'est un moment qui souligne l'importance symbolique du processus de modernisation du transport aérien. Nous recevons le premier avion de type A330-900 Neo dans le cadre d'un programme d'acquisition de 8 appareils. Cette opération exprime l'ambition de l'entreprise et confirme sa volonté d'affirmer la présence de l'Algérie dans le secteur de l'aviation civile au niveau régional et international. D'une capacité de 308 sièges, l'appareil dont le premier vol commercial est prévu vers la ville canadienne de Montréal samedi représente la volonté de l'État de faire du transport aérien un levier stratégique et économique, ainsi qu'un moyen de connecter l'Algérie avec de nouvelles dessertes. La décision prise en juin 2023 d'acquérir cette nouvelle génération d'avions reflète une vision stratégique fondée sur la compréhension des besoins en connectivité mondiale et des perspectives de croissance future. Cet avion marque une avancée dans le processus de modernisation et confirme l'engagement de Air Algérie à poursuivre son développement et à renforcer sa compétitivité dans le secteur aérien. Une première phase du programme de renouvellement de la flotte aérienne destinée à élargir le réseau et à ouvrir de nouvelles lignes. Un message de gratitude est adressé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'attention particulière qu'il accorde à cette entreprise nationale qui est Air Algérie, ainsi que son soutien permanent visant à lui fournir les moyens nécessaires afin de répondre aux attentes du peuple algérien. Le plan d'action d'Air Algérie, qui s'étend jusqu'à l'année 2035, comprend d'autres opérations d'acquisition destinées à mieux répondre à la demande locale et internationale. Dans un peu moins d'un mois, Alger accueillera la 4e édition du African Startup Conference, une plateforme stratégique pour bâtir un écosystème propice à l'innovation en Afrique, un événement à haut potentiel. C'est en tout cas ce qu'espèrent les participants qui se sont confiés à Walid Yousfi. À quelques semaines de son ouverture, Alger se prépare à abriter la conférence africaine des startups. Un rendez-vous continental qui accueillera plus de 700 participants entre exposants, experts et investisseurs, plaçant l'innovation et l'entrepreneuriat au cœur des priorités économiques de l'Afrique. C'est un moment stratégique pour le continent parce qu'il permet vraiment de connecter les différents écosystèmes d'innovation en Afrique. Dans un monde où la technologie redessine les économies, ce type de rendez-vous offre aux jeunes entrepreneurs africains l'occasion de se rencontrer, d'échanger des idées, de créer des partenariats et surtout de faire entendre leur voix à l'échelle internationale. Une plateforme qui réunit et les décideurs, et les jeunes entrepreneurs, et les investisseurs pour pouvoir diversifier l'économie de l'Afrique, du continent. L'Algérie, pour sa part, multiplie les initiatives pour encourager cette dynamique. Ces dernières années, les autorités ont lancé plusieurs dispositifs pour soutenir les jeunes porteurs de projets, facilitant par la même occasion l'accès au financement et au marché. Les startups sont les moteurs de l'économie. Nous transformons les secteurs traditionnels grâce aux nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Les systèmes numériques, par exemple, rendent des opérations plus sûres et plus transparentes. Les startups apportent ainsi cette créativité qui accélère la modernisation. En accueillant cette conférence, l'Algérie confirme ainsi sa volonté de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat tout en plaçant la jeunesse et la technologie au centre de sa stratégie économique. Une page mémoire à présent avec des extraits de la mission des honneurs. Elle revient ce soir sur les massacres du 17 octobre 61 où des centaines d'Algériens ont été tués et noyés dans la Seine par la police française. Une page sombre de l'histoire sur laquelle revient Amir Nebesh et ses invités sur Canal Algérie bien sûr. Parmi eux, Gilles Montserrand, il évoque la barbarie française qui a débuté bien avant cet octobre-là. Je vous invite à l'écouter. Les premières constatations de Jean-Luc Einaudi qui a consulté le registre du cimetière. Et il y a de nombreux noms algériens sur ce registre à partir du mois de septembre 61. Parce qu'on parle tout le temps du 17 octobre, à juste titre. C'était le pic de la répression. Il y a eu 10 000 manifestants, il y a eu des arrestations en masse.
et des envois en Algérie dans des camps qui ont été présentés comme des retours dans leur douar d'origine. Et ça, c'est un point qui reste à travailler, car l'évaluation du nombre des victimes reste à faire avec davantage de précision. En tout cas, ce registre, il contient des noms et des dates qui commencent, surtout pour les noms algériens, à septembre 61. Et je demanderais pourquoi septembre 61 ? Qu'est-ce qui se passe pour que la répression contre l'immigration algérienne de la région parisienne s'accentue? Le deuxième extrait de l'émission évoque la complicité du gouvernement français dans ces massacres du 17 octobre 61, des crimes souvent imputés au préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon. On écoute le politologue Olivier Lecourt de Grand Maison. Je voulais avoir quelques précisions. Il me semble en effet essentiel de rappeler que Maurice Papon, contrairement à une fable qui a été élaborée du côté de l'Élysée et par les conseillers d'Emmanuel Macron, Maurice Papon n'a évidemment, comme Gilles Ranson l'a rappelé, n'a pas agi seul. Il obéissait à la mise en œuvre d'une politique et c'est donc au-delà de la personne de Maurice Papon, l'État français qui est responsable. Relativement au général de Gaulle, rappelez tout de même qu'il a couvert le mensonge d'État qui est forgé juste après le 17 octobre 1961, tendant à accréditer la thèse selon laquelle il y aurait fort peu de victimes et d'autre part d'attribuer l'essentiel de ces victimes au FLN qui aurait pris la responsabilité d'une part de tirer sur les forces de l'ordre et d'autre part ces victimes seraient imputables au FLN dans le cadre de règlement de compte avec le MNA, ce qui est relativement au 17 octobre 1961 avant et après faux. Oui. Et en ce qui concerne les méthodes employées par Maurice Papon, au-delà du cas cité, les contemporains et les historiens et historiennes et les associations qui ont travaillé après sont parfaitement conscients que les méthodes de guerre employées par Maurice Papon relèvent de l'importation en France métropolitaine des méthodes de la guerre contre-révolutionnaire employées en Algérie depuis le 1er novembre 1954. Et parmi ces méthodes de la guerre contre-révolutionnaire, il y a la torture, il y a la disparition forcée, dont il faut rappeler qu'elle est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Il y a les exécutions sommaires. Et une autre date de l'histoire algérienne célébrée également durant ce mois, le 1er novembre 54. Et hier en Belgique, par l'ambassade d'Algérie, le 71e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération. Une occasion également de renforcer les liens d'amitié de l'Algérie avec ses partenaires Malika Benaouicha et Anis Gir. À Bruxelles, le 71e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération a été commémoré à l'ambassade d'Algérie, où une cérémonie réunissant d'importantes personnalités diplomatiques et des membres de la diaspora algérienne. Une occasion de célébrer l'histoire, mais aussi de renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre l'Algérie et les pays partenaires. Ce jour glorieux suscite une émotion forte, car derrière ce jour se trouve l'épopée d'un peuple qui a souffert des horreurs du colonialisme français. L'Algérie a toujours été un symbole fort de la résistance à l'oppression et de la solidarité avec ses frères arabes. Félicitations à l'Algérie avec la fête de la Révolution de la part d'un pays ami et partenaire, la Belgique. La rencontre n'était pas seulement un moment de commémoration du passé, mais aussi une fenêtre ouverte sur l'avenir. Les perspectives de coopération algéro-belge ont été présentées, ainsi que les opportunités d'investissement dans une nouvelle Algérie tournée vers un partenariat solide, l'adoption d'un modèle économique fondé sur l'innovation et l'attractivité du marché algérien. L'Algérie est un partenaire commercial important pour la Belgique et les relations des deux pays sont basées sur le respect mutuel. L'Algérie et le Japon sont deux pays amis très proches, unis par des liens solides et des relations économiques que nous espérons voir se consolider au regard des potentialités des deux pays. Nous essayons de travailler à une revivification des relations bilatérales un peu dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine de l'énergie.
La soirée a été ponctuée par un défilé des vêtements traditionnels algériens, illustrant la diversité culturelle du pays et la richesse de son histoire, plusieurs fois séculaire. Le Maroc fait face à une crise sans précédent, corruption persistante, dette écrasante et services publics à bout de souffle. Certains citoyens doivent même payer le carburant de l'ambulance et le fossé se creuse entre la population et les institutions dans un climat de colère grandissante. Fouzia Tej et Anissa Edbouraz. Partout dans le pays, les scènes douloureuses se répètent, devenant même le quotidien des Marocains. Des années de corruption, d'injustice, de promesses non tenues en finit par épuiser les Marocains et pousser beaucoup au bord de l'exaspération. Pourtant, au lieu d'un changement attendu, le régime du Makhzen a continué sur la même voie, des décisions improvisées, une dette qui s'accumule et un poids financier qui retombe toujours sur les mêmes, les petites bourses. Les rapports internationaux l'affirment. Chaque citoyen porte désormais malgré lui une part de cette dette qui étouffe le pays et de laquelle leurs enfants hériteront. Et au fil de la crise, des situations inimaginables sont apparues, des citoyens forcés de payer le carburant de l'ambulance venus leur porter secours. Nous disons aux citoyens de faire le plein et que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de leur mettre à disposition le véhicule. Sont plus assurés et face à cela, on ne propose pas de solution réelle, seulement des promesses de plus et des explications qui ne convainquent personne. Un seul mot résonne, ça suffit. Des voix qui réclament dignité, justice et simplement le droit de vivre correctement. Pour beaucoup aujourd'hui, le pays traverse une véritable crise de confiance, des institutions qui peinent, une rue qui s'exprime et entre les deux, un pays qui peine à trouver son salut. Retour en Algérie où le REVAD, le Salon international du recyclage, a ouvert ses portes hier pour 3 jours. Start-up et jeunes porteurs de projets présentent des solutions au service de l'environnement. Cette édition montre que le recyclage peut apporter une véritable valeur ajoutée. Et comme vous allez le voir dans cette couverture de Milad Hamid. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La maxime du célèbre chimiste Lavoisier est appliquée au pied de la lettre par les participants au 9e REVAD, le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets qui se tient à la SAFEX. Les participants mettent leur innovation au service de l'environnement pour faire du déchet une ressource utile. Grâce à notre application, les particuliers et les entreprises peuvent se débarrasser de leurs déchets, soit en nous les vendant ou gratuitement. On se charge alors, après leur pesée, de les récupérer et de les transporter vers le centre de collecte. Les acteurs du recyclage multiplient les initiatives en faveur d'une économie circulaire, encouragée par les pouvoirs publics qui ont misé pour cette édition sur la valorisation des ressources en Afrique. Le slogan choisi pour cette édition est « Valoriser les ressources en Afrique ». Perspective de développement durable, il reflète l'engagement du Salon à promouvoir le développement durable et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariats africains et internationaux. L'accompagnement offert par le ministère du Commerce et les différents départements à travers de nombreuses mesures, à l'exemple des facilitations fiscales, témoigne de l'importance que l'État accorde au soutien de l'investissement dans le domaine de l'innovation et de l'environnement. Vitrine technologique et de l'innovation, le salon a notamment accueilli des start-up et des clubs universitaires venus présenter leurs projets. Process Club est un club scientifique de l'USHB. Alors on a réalisé un prototype, le biodiesel, qui est un carburant alternatif au diesel. Il est produit à partir des huiles usées. Il émet moins de gaz à effet de serre et il a des propriétés comparables au diesel. Donc les voitures à diesel peuvent l'utiliser. La société El Feth est présente sur le marché algérien depuis 1984. Elle recycle le plastique en le transformant en divers produits, notamment des fibres. Elle assure la collecte, le traitement et l'exportation du plastique vers l'étranger. Étudiante de l'université Baji Mokhtar Annaba, notre projet vise à valoriser les déchets de papier et de carton en panneaux isolants durables. Notre panneau est fabriqué principalement des déchets de papier et de carton,
mélangées avec les fibres de PET et finalement le panneau se recouvert avec une couche de la roche diatomite pour assurer une bonne isolation acoustique et thermique. Ce produit est destiné à l'utilisation dans les centres de construction. Ce salon traduit une prise de conscience qui veut faire des déchets une richesse et du recyclage un véritable moteur de développement. Cinéma et ouverture du premier festival international du court-métrage organisé à Timimoun. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, présidait hier soir la cérémonie en présence du Wali de Timimoun. 62 films issus de 31 pays, dont 23 Africains, prennent part à cette première, avec le Sénégal en invité d'honneur. La ministre a indiqué que ce festival ouvre grand ses portes au cinéma africain et a des perspectives de coopération future. On termine avec le sport et cette rencontre amicale remportée hier par l'équipe nationale de football par 3-1. Les buts des Verts ont été inscrits par Bounja Hamoura et Hadjam en première mi-temps. Il s'agit d'une bonne préparation pour l'équipe nationale. Résumé à suivre tout de suite. Favoris, les Verts ont tenu leur rang victoire avec l'art et la manière. Les Algériens prennent le contrôle du jeu dès le coup d'envoi et mettent la pression sur la défense adverse. Ils ouvrent le score à la 14e minute de jeu par l'intermédiaire de Bounjah après un caviar de Amoura. Très en jambes, Amoura inscrira magnifiquement le deuxième but. On jouait alors la 41e minute. Assommés, les Zimbabwéens encaisseront un troisième but durant le temps additionnel de la première période, œuvre de Hadjam. En deuxième période, les Verts se procurent des occasions de scorer mais sans succès. Les Zimbabwéens obtiennent un pénalty en fin de match. Benbot n'arrive pas à garder ses filets inviolés. Score final 3-1. Les Verts réussissent leur premier test en attendant leur deuxième adversaire d'un tout autre calibre. Sujet signé Sid Ahmed Bourab qui clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.